l'idée de cette présentation, c'est de vous faire comprendre qui nous sommes et puis, si vous le souhaitez, savoir comment on nous rejoint. Nous sommes tous des fonctionnaires, nous sommes au ministère des Finances et pour autant, on est scientifiques, chimistes et on va travailler pour des administrations. Nous sommes environ 400 avec des spécialités de chimie, de physique et de biologie. Par rapport à vos formations, ça peut être intéressant, vos formations à venir ou présentes. On est répartis sur le territoire, on est 11 laboratoires. Un laboratoire aux Antilles, un laboratoire à la Guadeloupe, les autres répartis sur l'Hexagone. On a comme à peu près activité 60 000 rapports d'analyse rendue à nos clients. C'est très peu, mais vous allez voir que c'est très détaillé et très abondant, puisqu'en fait nous sommes au service d'enquêteurs de terrain et on va voir lesquels dans un instant. Et ces 60 000 rapports se déclinent dans à peu près 1,5 million d'analyses. Ce qu'il faut comprendre derrière ces deux chiffres, c'est que pour répondre à la question que va nous donner notre enquêteur, on va être amené à faire plusieurs analyses. Alors, qui sont-ils ces clients? Clients au sens de la norme COFRAC sur l'accréditation des laboratoires, c'est un peu notre référentiel. Nos donneurs d'ordre, ce sont des directions générales, les douanes en premier lieu, la Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, hein, donc jargon répression des fraudes, et puis le ministère de l'Agriculture. Alors, pourquoi ces trois-là? Historiquement, on avait des réseaux de laboratoires, c'est très ancien, hein, les laboratoires du ministère des Finances, ça remonte même à la royauté. Hein. On travaillait sur le sucre, après on a travaillé sur le lait, on a travaillé sur le vin au moment de la guerre de 1870. La création de la loi sur la répression des fraudes en 1905 a été consubstantielle à la création des laboratoires. Donc le concept qu'un bras armé technique devait accompagner des enquêteurs pour le contrôle officiel a toujours existé. Donc pour la douane, ça va être les marchandises qui arrivent sur le territoire, containers, avions, fret, beaucoup de fret, hein, on a énormément d'échantillons qui viennent à Roissy. Pour la répression des fraudes, c'est ce qui est fabriqué en France ou ce qui est mis à la commercialisation en France. Et puis pour l'agriculture, c'est tout ce qui relève de la sécurité alimentaire. On va en voir des exemples. Et le petit et autre, c'est qu'on est un service assez agile et on ne s'interdit pas de travailler d'autres administrations. On travaille pour la Direction générale du travail, on travaille aussi pour la Direction générale des armées, pour du contrôle de thermomètres, etc. etc. C'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu la phrase du haut, on est des scientifiques au cœur de l'État et au service de la protection et de la sécurité des consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sécurité alimentaire, comme je l'ai évoqué, plutôt pour le ministère de l'Agriculture. La sécurité non alimentaire, et vous en verrez des exemples. Vous avez notre stand au E29, où vous avez tout un panel d'échantillons qui sont présentés et qui vous permettent de comprendre beaucoup plus précisément ce qu'on peut faire. La fiscalité et le tarif, c'est quelque chose qui est assez particulier. Là, on commence à se détacher de ce que pourrait être le contrôle en entreprise privée. Fiscalité et tarifs, c'est parce que, comme on travaille pour la douane, vous savez que l'alcool ou le tabac, ce sont des produits sur lesquels il y a une fiscalité importante. Et nous, on va être en laboratoire en train de vérifier, par exemple sur une boisson, que le taux alcoolique volumétrique est juste, puisque de toute façon, l'alcool est taxé. Donc vous voyez, on est vraiment... Excusez-moi, j'ai besoin de me mettre comme il faut pour la photo pour monsieur. Ça ira. Donc fiscalité, tarif. Le tarif, c'est quelque chose qui est très particulier. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez. Il faut savoir que pour la douane, tout produit, sauf les humains et les services, est codifié avec une espèce tarifaire. C'est un code. Et vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle, puisque c'est une actualité très récente. C'est tous les droits de douane qui sont derrière. Donc quand la guerre économique qui est en train de se faire avec les droits de douane, il faut savoir que quand on vous dit qu'on va augmenter les droits de douane sur du cognac ou sur un vêtement ou sur une chemise, etc., derrière, il y a une espèce tarifaire et nous, en laboratoire, on va vérifier cette espèce tarifaire. Si, par exemple, de la soie est plus taxée que du coton, on va regarder si effectivement, si c'est annoncé coton, que ce ne serait pas de la soie de façon à avoir éludé des droits de douane. Voilà, c'est un petit exemple de pourquoi on travaille sur fiscalité et tarifs.
Prohibition, c'est le grand monde des drogues. Nous travaillons énormément sur les stupéfiants, ça représente pratiquement 40% de notre activité. Nous travaillons aussi sur la loyauté économique. En clair, quand on vous annonce quelque chose sur un produit, est-ce que c'est vraiment ça que vous achetez? C'est absolument fondamental et c'est nous, en laboratoire, qui allons faire les constatations techniques des enquêtes de nos collègues qui sont sur eux le terrain. Et pour faire tout ça, on a des méthodes et des techniques. C'est là où on reboucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, nos forces vivent avec les chimistes, les physiciens, les biologistes, le matériel avec nos laboratoires, et ce qui est très important, dans la mesure où nous faisons du contrôle officiel, nous avons une obligation européenne, ce qu'on appelle le règlement contrôle, puisque, vous le savez, aujourd'hui, plus rien ne se passe au niveau d'un État, ça se passe toujours au niveau européen. Eh bien, il y a une obligation pour tous les laboratoires qui font du contrôle officiel d'être accrédités. L'accréditation, qu'est-ce que c'est? C'est une reconnaissance de compétences, c'est-à-dire que nos rapports d'essai, vous verrez la présentation termine là-dessus, nos rapports d'essai sont toujours accompagnés d'un logo COFRAC, Comité français d'accréditation. En fait, c'est une sorte de co-signature, mais le prix à payer pour bénéficier de ce label, de ce logo, de cette reconnaissance de compétences, c'est que nous sommes sous un système d'audit permanent. Donc à partir de là, j'ai voulu faire quelque chose d'extrêmement simple, c'est de vous montrer à travers un seul produit très simple comment on va retrouver à la fois ces questions de loyauté économique et de sécurité alimentaire. On prend un poisson, alors c'est notre laboratoire de Marseille qui travaille sur les produits de la mer, logiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce poisson? On va commencer à se demander si effectivement il présente toutes les garanties de sécurité alimentaire, et on va aller chercher toutes les traces d'éléments traces métalliques, de métaux lourds, le plomb, le cadmium, le mercure, l'arsenic. Vous savez que ce sont des métaux lourds qui ne sont pas métabolisables. Donc le petit poisson prend un peu de mercure, il se fait manger par le moyen, qui accumule son propre mercure plus celui du petit poisson, et vous voyez où je veux en venir. Donc il y a cette accumulation dans la chaîne de prédation. Et qui est-ce qui est tout en haut de la chaîne de prédation? Coucou, c'est nous. Donc effectivement, par effet de conséquence, ce sont les poissons de fin de chaîne sont extrêmement surveillés, espadons, thons, etc. Et à tel point que l'ANSES a fait une recommandation de non-consommation pour les enfants et les femmes enceintes sur ces poissons de bout de chaîne. Première recherche. On va chercher les parasites, donc c'est un peu l'heure de déjeuner, je ne vais pas faire un dessin de ce que ça peut être, oui, c'est petit, puis ça se tortille bien dans le poisson. Donc ça, on va rechercher ce qu'on appelle les anisakis. Et puis l'histamine, c'est une petite molécule qui est le produit de la dégradation des protéines, c'est un état de dégradation mauvaise du poisson. Et c'est très toxique, j'aurais dû commencer par là. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement réglementé, on va chercher l'histamine. Et puis, bien sûr, au hasard, si vous avez oublié de le dire, pourquoi pas mettre des antibiotiques alors que c'est interdit, on va aller les chercher aussi. En termes de technique d'analyse, bien sûr, on va retrouver tout ce que vous avez en chimie analytique, à peu près tout. Nous, peu importe de savoir quels outils on va utiliser, ce qui est important, c'est de répondre à la question de notre donneur d'ordre. Et comme on est service officiel, on a une seule réponse quand on nous pose une question, c'est oui. Est-ce que vous savez faire? Oui. On n'a pas le droit de dire non. Contrairement à un labo qui serait privé, qui peut dire que il ne travaille pas dans ce domaine-là parce que c'est pas son secteur ou parce qu'il n'a pas une niche. Nous, on est obligé de travailler sur des problématiques où il y a très peu de volumétrie. Ça peut être très compliqué, mais parce que c'est un besoin qui a été exprimé par nos directions générales, donc il faut faire. Si je continue un peu ce tour de loyauté et sécurité des produits autour des produits de la mer, voilà, tout à l'heure j'ai parlé d'antibiotiques non annoncés, on peut aussi avoir des additifs non annoncés, des antioxydants, des acidifiants, des conservateurs. Leurs propriétés sont différentes, mais leur but est à peu près tout le temps le même, c'est de faire en sorte que le produit reste longtemps. Je n'ai pas dit que ces produits-là étaient interdits dans les poissons. Ce que nous, on va chercher, c'est si on annonce qu'ils ne sont pas présents, on va aller vérifier qu'il n'y en a pas. Ou s'ils sont présents, on va vérifier que la teneur annoncée est la bonne et qu'elle ne dépasse pas la réglementation. Coloration illicite. Évidemment, si vous avez un thon qui commence à devenir un peu brun, le consommateur n'aime pas ça,
évidemment, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir rapporter une couleur rouge, mais c'est strictement interdit. Ce sont des pratiques qui sont absolument interdites, évidemment, puisque ça donne l'illusion d'une fraîcheur au produit qui n'y est plus. Et il y a différentes façons de le faire. J'aurais fait cette présentation il y a une vingtaine d'années, il y aurait probablement une seule ligne. Et puis, petit à petit, comme toujours, et ça c'est une constance dans notre métier, c'est que les fraudes tournent tout le temps. Le monoxyde de carbone, vous savez, malheureusement, il est connu pour d'autres choses, c'est les intoxications avec les chauffages qui ne fonctionnent pas bien. Hein. Et donc, le monoxyde de carbone a comme fonction de réoxyder l'hémoglobine, de la rendre rouge, donc c'est une façon de rendre rouge. Ça, on a bien développé les méthodes d'analyse il y a très longtemps avec des techniques headspace, spectron de masse, pour ceux qui sont un peu dans l'analytique. Et puis, évidemment, comme on est bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont changé. Donc, on trouve des choses très simples qui sont des colorants naturels. Alors, c'est un peu long à expliquer, mais le colorant naturel, pour certains, a l'illusion de quelque chose d'endogène. Donc, c'est un peu compliqué à démontrer, mais on sait le faire. Et enfin, il y a aussi des mix d'additifs qui permettent de recolorer. Donc, vous voyez, il y a plusieurs techniques. Quand je vous disais que ça bouge tout le temps, on a comme principe de dire que lorsque sur un produit que vous connaissez bien, il n'y a plus de fraude, que vous voyez qu'ils sont tout le temps conformes, soit vous êtes extrêmement naïf et vous vous dites qu'est-ce qu'on travaille bien, vraiment on est quand même les plus forts du monde, soit vous êtes en train de vous faire empapaouter sur une nouvelle fraude que vous ne connaissez pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut avoir une certaine dose de paranoïa raisonnable pour toujours s'interroger sur ce qu'on fait parce que c'est un monde qui bouge. Et ce que je n'ai pas dit et qui est important, c'est que si la fraude évolue, alors la technique d'analyse va évoluer, la stratégie de recherche va évoluer, et c'est un des grands intérêts, enfin à mon sens, un des grands intérêts de notre métier. Je continue le tour de ce magnifique poisson. L'ajout d'eau, oui, pourquoi pas? Ça me permettra de vous vendre le poisson, de vous vendre de l'eau au prix du poisson. Donc l'ajout d'eau, c'est quelque chose qui est important, qui est interdit. Vous avez une pratique qui est autorisée, qu'on appelle le glasurage, c'est-à-dire ça consiste, lorsque vous avez pêché le poisson, tout de suite sur le bateau, on lui met une couche de glace de façon à éviter l'accès à l'oxygène. C'est une façon très simple et très légale de conserver le poisson. Encore faut-il qu'à la fin, je retire le poids de l'eau dans le prix du poisson. Donc ça, c'est fait. Donc nous, on va vérifier si le glasurage est correct. Et puis, il y a aussi une autre façon encore plus simple de faire, c'est de rajouter des techniques de rétenseur d'eau. Ça, c'est quand vous mettez votre poisson dans la poêle et qu'il diminue de moitié. Ne cherchez pas. C'est valable aussi avec les coquilles Saint-Jacques, ça marche bien aussi avec la viande. C'est lorsqu'il y a beaucoup de molécules qui permettent de retenir de l'eau et qui va se libérer au moment de la cuisson. Et nous, on va faire un rapport humidité-protéine, c'est-à-dire qu'on considère que quand il y a trop d'eau, plus ce rapport est élevé, plus c'est un indice d'ajout d'eau. Autre grand champ, et encore une fois, là je vous parle de poissons, j'aurais pu vous parler de toute autre chose. On a à peu près une stratégie commune de réflexion sur tout. Là, on va rentrer dans le grand monde de la confirmation de l'espèce. Est-ce qu'un loup de Méditerranée est bien un loup et pas une autre espèce? Est-ce que quand vous faites de la brandade de morue, c'est bien Gadus morea et pas une sous-espèce? C'est important, ce sont des enjeux économiques qui sont très importants. Toujours pareil, dans notre tête, on a à la fois la sécurité alimentaire, on protège le consommateur, mais on fait aussi en sorte que la loyauté économique soit respectée. Donc, confirmation de l'espèce, là, on rentre dans le grand monde de l'ADN. Je pense que maintenant, c'est devenu du grand public. Sur le stand qu'on a au E29, vous verrez qu'on a mis un exemplaire de lasagne. C'est une affaire d'une vingtaine d'années. C'était les lasagnes où il y avait eu substitution de la viande de bœuf par de la viande de cheval. Et ça a été fait avec les techniques ADN. De la même façon, les poissons, on va pouvoir rechercher, confirmer la nature de leur espèce par l'analyse de l'ADN. Autre grand pan, toujours pareil, loyauté économique. Si vous achetez un poisson français, poisson de France, est-ce qu'il est vraiment de France? Là, c'est un exemple sur des perches du Léman. Alors, c'est des petites niches économiques, mais on nous a demandé de le faire. Est-ce que ça ne serait pas importé soit d'Estonie, soit de Russie? Alors là, l'intérêt, l'objectif, c'est pas de vous parler de ce sujet-là, c'est de vous parler de la technique d'analyse. On va changer de braquet. Là où tout à l'heure, je vous disais qu'on va rechercher du cadmium, du plomb, bon, c'est facile, on cherche le cadmium, une fois qu'on l'a trouvé, on le mesure. C'est de l'analyse très, très traditionnelle. Lorsqu'on arrive sur ces
analyses d'origine géographique, il n'y a pas d'analyse simple qui permette de répondre à la question est-ce que ce produit-là est vraiment du lac Léman ou d'ailleurs. Et donc, on va commencer à faire de l'analyse multiparamétrique. C'est-à-dire qu'on va faire un ensemble de mesures, pas complètement au hasard, mais un ensemble de mesures, en se disant que la prise en compte de la totalité de tous ces paramètres doit bien porter l'information qu'on cherche, la différenciation entre l'Estonie, la Russie ou la France. Et on va faire des analyses statistiques. C'est ce qu'on appelle de la chimiométrie, l'analyse statistique multivariée. Et ça vous permet, et vous en avez un exemple à l'écran, de dégager des groupes, des familles. Chaque couleur correspond à un pays, et lorsque vous avez un échantillon inconnu, vous allez faire les mêmes analyses que celles de votre banque de référence. J'aurais dû dire tout à l'heure, pardon, je m'en excuse, que vous avez besoin au départ d'avoir des espèces de références, sinon ça ne peut pas marcher. Vous allez constituer votre banque de données de référence, et une fois que vous avez un échantillon connu, vous allez faire strictement les mêmes analyses et vous allez le projeter dans vos modèles. S'il est parfaitement dans la zone rouge, qui est la zone de l'Estonie, l'appellation Léman aura été usurpée. OK ? Et puis pour aller plus au bout, toutes les zones d'intersection, là où il y a un peu de bleu et un peu de vert ensemble, là c'est mort, vous ne pourrez pas faire la différence. Donc ce sont des modèles qui sont très puissants, mais qui ont leurs limites. Et l'autre limite qui est très importante, qu'il ne faut jamais oublier dans ces techniques extrêmement puissantes, c'est la mise à jour des banques de données. Par exemple, sur l'origine géographique, vous allez beaucoup travailler sur la signature de l'eau. Je ne vous fais pas un cours sur les isotopes, ce n'est pas l'objet, mais l'eau va vous intéresser. À partir du moment où vous avez l'eau comme un marqueur d'origine, vous vous doutez bien qu'avec le réchauffement climatique, il va falloir entretenir la banque parce que la signature de l'eau va changer d'une année sur l'autre. Donc c'est très important. Mais ce sont des outils extrêmement puissants. Et enfin, et on peut aller jusque-là, sur cette problématique des poissons, est-ce que mon poisson est sauvage ou est-ce que mon poisson est d'élevage ? Là aussi, quand vous allez chez votre poissonnier, vous comprenez tout de suite l'enjeu économique, c'est vraiment pas du tout le même prix. Et bien là, on s'est intéressé au mode d'alimentation du poisson. C'est le nourrissement du poisson qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce que le nourrissement des poissons en élevage est plutôt riche en oméga 6, alors que quand il se nourrit par lui-même de ses congénères ou d'autres espèces, il va avoir des acides gras les poissons qui mangent, plutôt riches en oméga 3. D'accord ? Eh bien, il suffit de faire le rapport oméga 3 sur oméga 6. Et ça vous donne un très bon indicateur du nourrissement du poisson. Et ça, on le fait sur tout ce qui est allégation de poissons sauvages. Donc vous voyez sur un panel comme ça d'un produit, le sauvage élevage, il est propre au poisson, mais dans toutes les problématiques de commerce qu'on va avoir sur toute la diversité des produits qui sont mis à la consommation, on aura toujours ce genre de stratégie d'analyse où on va aller chercher dans j'ai souvent l'image de dire le SCL, Service Commandé Laboratoire, c'est une énorme boîte à outils avec des gens très compétents. Et après, on se débrouille avec cette énorme boîte à outils pour répondre à toutes les questions qu'on nous pose. Et donc, c'est pour ça que là, sans aller trop vite, et puis si vous voulez, vous verrez sur le stand, on a la photo de la lasagne de cheval en haut, dont je vous ai parlé tout à l'heure. À gauche, sous ministère économique et financier, une affaire assez triste, même dramatique, récente, c'est l'affaire des pizzas qui ont été contaminées avec des chigatoxines. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Pourquoi je cite souvent cet exemple ? Parce que là, c'est de l'analyse en direct. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec nos collègues de la répression des fraudes qui ont commencé à avoir les signalements. La première réaction de l'entreprise, c'est de dire ça n'est pas possible, ça ne peut pas venir de chez nous. Et ils avaient une bonne raison de le dire, c'est que les chigatoxines sont détruites à 70 degrés. Donc pour une pizza, ça n'a pas de sens. Donc l'origine pizza était a priori à exclure. Et puis petit à petit, l'enquête épidémiologique a quand même ne faisait que confirmer que c'était les pizzas. Donc nous, on est arrivé en course. C'est-à-dire qu'on a commencé à demander les prélèvements, on a suivi les prélèvements. Donc ça, vous travaillez là, c'est une autre facette de notre métier pour ceux qui sont intéressés. On est fonctionnaire, donc là, il n'y a plus d'horaire, donc c'est le week-end. Et puis à un moment, c'est tombé, malheureusement, chigatoxine, il y a eu un positif. Donc là, je vous raconte, c'est très important parce que ça aussi, c'est une autre dimension, c'est la qualité du résultat. Là, à partir du moment où vous voyez un résultat comme ça, par définition, moi, c'est mon métier, je suis maintenant en fonction d'encadrement, c'est de contester le résultat. A priori, on s'est trompé. C'est tellement grave qu'il faut inverser la charge de la preuve et dire « Ok, vous avez trouvé, on va remonter votre chaîne d'analyse et vous allez m'expliquer toutes les étapes. Et si moi je suis convaincu, alors on va communiquer qu'on a trouvé chigatoxine. » Malheureusement, on a été convaincus et on les avait trouvés, on ne s'était pas trompé.
Et c'est une affaire qui a été, où on a compris qu'il fallait aller plus loin, c'est quand un papa nous a expliqué que sa fille, qui avait été malheureusement touchée, n'aimait pas les pizzas trop cuites et qu'il la faisait juste décongeler au micro-ondes. Et donc les 70 degrés n'étaient pas atteints, et donc ça voulait dire que potentiellement c'était possible. Et après, toute l'enquête a montré que ils étaient malheureusement pas les seuls. J'étais un peu long sur ce sujet, mais je pense qu'il est assez intéressant. Vous avez à l'extrême droite un paquet de cigarettes. C'est quelque chose qui n'a rien à voir, donc vous voyez que le panel de nos problématiques est absolument infini. C'est toute la partie contrefaçon des cigarettes. La douane nous demande d'être capable de démontrer le caractère contrefaisant de tabac. Donc ça, on sait le faire. On sait le faire par les paquets, par la nature du papier de la cigarette, par la nature du petit truc du liège, etc., etc. Mais la douane nous avait aussi demandé, bon, s'il n'y a pas le paquet, si c'est juste le tabac brut, est-ce que vous pouvez encore faire ça? Et bien là, rebelote, les logiques qu'on a vues tout à l'heure en authentification, cette fois-ci, on a fait le profil des éléments traces métalliques. Donc là, je ne pense pas que vous voyez de loin, mais on a magnésium, aluminium, phosphore, potassium, calcium, titane, manganèse, fer, je ne fais pas tout le tour. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des cigarettes de référence, on fait la moyenne, la médiane en l'occurrence, on évacue les quartiles extrêmes, et ensuite on a un morphogramme, c'est la partie bleue, qui est la partie de qu'est-ce que c'est que le profil en éléments traces métalliques d'une cigarette de cette marque-là. J'ai pas mis la marque, mais pas trop compliqué à deviner ce que c'est. Et ensuite, la partie rouge que vous avez, c'est une autre cigarette qu'on a analysée, pareil, et on voit qu'elle ne rentre pas, donc évidemment, ça ne peut pas être un tabac considéré comme de cette marque-là. Et pourquoi on a fait ça? C'est pour ça que j'ai mis cet exemple-là. C'est parce que tabac égale plante, plante égale sol, sol égale terre, terre égale profil minéraux. L'idée, c'est que le profil des minéraux est caractéristique du terroir. Et ce travail-là, c'est exactement le même qu'on fait pour les huiles d'olive avec des acides gras pour confirmer les origines géographiques et les IGP françaises et non françaises. Donc vous voyez, à chaque fois, il faut une grande agilité. Que vous dire d'autre? On a un charmant petit lapin. Ça, c'est évidemment plus classique, mais extrêmement important. Tout ce qui est sécurité des jouets, protection des enfants. On va travailler sur 2 volets. Les essais mécaniques, que l'œil ne s'arrache pas pour pas que l'enfant l'avale et s'étouffe, que la couture de rembourrage ne se tienne et que la couture ici tienne de façon à ce que le rembourrage ne soit pas mangé, l'inflammabilité pour pas que la flamme aille trop vite et que l'enfant ait le temps de lâcher, et la sécurité chimique, c'est-à-dire la nature des colorants pour vérifier qu'il n'y a pas des métaux toxiques. Voilà, je ne vais pas faire tout, je pense que c'est pas nécessaire. Vous avez, si le cœur vous en dit, l'occasion de nous rencontrer et on vous racontera tout en détail. Et j'avais envie de terminer un petit clin d'œil pour vous montrer la pérennité de l'État et vous rappeler que nous, on est fonctionnaires à votre service. C'est qu'à gauche, vous avez un rapport d'essai de 2022 sur le contrôle de la teneur en or, parce que ça aussi, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie de notre métier. Quand vous achetez un bijou en or, que son titre qu'on vous a vendu est vraiment le bon. Et à droite, le même en 1931, avec le même titre et les mêmes incertitudes de mesure. Mais par contre, on voit que le temps était plus souple à l'époque, puisqu'il prenait le temps de dessiner le bijou d'une façon absolument magnifique, chose que bien sûr on n'a absolument plus le temps de faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition.